Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Education et PEDAG, OGIE. Regard d'acteur sur un texte de Marcel Craet. Apprendre et enseigner, du simple au complexe et vice-versa. Publié dans Enseigner, sous la direction de Vincent Duprier et Gaëtane Chapelle, PUF, mars 2007. En tant qu'expert en pédagogie, que vous évoque le texte de Marcel Craet ? Jean-Jacques Latouille, c'est d'abord la conclusion de l'article de Marcel Craet qui m'interpelle à travers la proximité de l'emploi de la locution, sans doute, et du conditionnel. Ainsi, la manière de mobiliser les connaissances chez l'enfant et la façon dont cela aurait de l'effet peuvent apparaître comme situées dans une zone d'incertitude bornée par un possible incontestable et par une hypothèse vraisemblable. On voit là s'ouvrir le champ aventuro-rationnel de la recherche scientifique. Toutefois, convenons que ce n'est que parce qu'il y a de l'inconnu et de l'incertain dans l'explication du connu que la recherche peut se justifier et qu'elle trouve une légitimité sociale. Mais que devient le praticien dans sa classe face à cette béance ? Comment le professeur peut-il construire des séquences pédagogiques, s'il est dépourvu de certitude à propos du bien-fondé de ce qu'il va mettre en œuvre ? Vous soulignez en fait là toute la distance qui existe entre la recherche scientifique et la pratique de la classe. Comment résoudre selon vous ce problème ? JJL, en nous éclairant sur l'évolution des conceptions scientifiques autour de la mise en dialectique et du déplacement l'un vers l'autre de enseigner et de apprendre, fortement indissociable de la connaissance du fonctionnement des structures mentales de l'enfant, le texte de Marcel Craet met en évidence que nous pourrions attendre du professeur qu'il fût un savant omniscient. En somme, que doit savoir et connaître le professeur pour être efficace auprès des élèves ? La question est trop vaste pour y répondre ici. Je me limiterai à citer Goëri de la Côte. Ignorer l'architecture et la dynamique cognitive de ceux qui apprennent revient à faire de la médecine sans tenir compte des connaissances de la biologie moléculaire et cellulaire. Mais pour nécessaire que ce soit, tout savoir des neurosciences, des sciences cognitives, de la psychologie voire de la sociologie ne suffit pas pour être efficace en classe. Là encore, M. Craet nous met sur la voie de la réponse lorsqu'il rappelle comment les recherches ont mis en évidence que les élèves faibles ne fonctionnent pas de la même façon que les forts. Il semblerait que les uns et les autres s'alignent et se font face sur une ligne, un peu comme au jeu du tir à la corde. Implicitement, il montre que dans la pratique du maître, la méthode ne peut pas être unique lorsqu'il s'agit de s'adresser à l'ensemble du groupe classe. Une méthode, dans son unicité, n'est efficace que lorsqu'elle rencontre un enfant et chacune de ses particularités. Rousseau écrivait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode mais de bons ou de mauvais maîtres, et Freinet racontait que lorsqu'un élève avait échoué, il se demandait ce qui dans sa méthode ne convenait pas à l'élève. L'approche en spirale, que propose Marcel Craet, vous paraît-elle possible à utiliser dans la pratique de l'enseignement ? JJL, l'approche en spirale pousse vers une conception du maître explorateur plus que du maître savant. Voilà que notre maître est dans un univers de complexité. Il a en face de lui des êtres complexes qu'il confronte à des situations complexes. Une complexité qui se retrouve dans la conduite de l'articulation des 4 moments didactiques. En ethnologue plus qu'en aventurier, c'est en explorant cet univers comme il le ferait d'une jungle, qu'il observe l'enfant pour le guider. Le maître devra trouver, pas à pas pour chacun des enfants, la méthode, l'exercice, l'étincelle qui leur permettront de rentrer et de progresser dans l'apprendre. Iront-ils, le maître et l'élève, du simple au complexe ou du complexe au simple ? L'observation que le maître fera de l'enfant et de la façon dont il est élève, jointe à une bonne connaissance des sciences de l'apprentissage et de l'enfant, permettra d'éviter une pédagogie qui ne s'adresserait qu'à un élève idéal typique. ECRITURER, EEDUCATION. Conférence donnée aux Journées des psychologues scolaires, Grenoble, 3 octobre 1995. Voilà un thème à propos duquel j'ai cherché à savoir ce qui légitimerait la parole d'un inspecteur de l'éducation nationale, fût-il chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaire, AIS. Pire, de quelle légitimité l'inspecteur de l'éducation nationale dispose-t-il pour porter une parole sur ce thème ? Je ne répondrai pas à ces questions, je laisse le choix des réponses à l'auditoire. Initialement, j'avais articulé mon exposé autour de 3 parties. Écrire, rééduquer l'écriture, la place de l'écrit à l'école.
Je ne traiterai pas de cette troisième partie, car il m'est apparu qu'elle pourrait constituer à elle seule un sujet de conférence. Parler ici de la place de l'écrit à l'école nous amènerait à réduire à une expression minimaliste un sujet d'importance voire primordial dans l'éducation des enfants. Permettez-moi pour entrer dans le vif du sujet une métaphore lunaire. Le décours qui est cette période comprise entre la pleine et la nouvelle lune, durant laquelle la fraction éclairée du disque lunaire vu de la Terre décroît. Simplement pour vous exprimer au décours des deux clés que sont écrire et rééduquer l'écriture, je vais nous inviter à un questionnement, plus précisément aux prémices d'un questionnement car je ne vous apporterai pas de savoir constitué. En fait, il s'agit, concernant le thème de notre rencontre, de savoir où est-ce que ce thème pose question. Il s'agit bien de dépasser la production d'écrits, telle qu'elle est posée à l'école et telle qu'elle est didactisée, pour questionner l'écriture. L'écriture est un mode de transposition du langage, c'est une instrumentalisation dont dépendent d'abord l'adaptation culturelle et sociale de l'individu, ensuite ses moyens de réalisation et de création. C'est autour de cette notion d'instrumentalisation que doit se porter l'interrogation sur l'écriture. En quoi l'instrument que peut représenter l'écriture ou le défaut de cet instrument va perturber la vie de l'individu? Mais sait-on ce qu'est l'écriture? C'est à Mallarmé que j'emprunterai la définition. Sait-on ce qu'est écrire? Écrire, c'est déjà mettre du noir sur du blanc. Donc, écrire, c'est faire de la trace, c'est laisser quelque part une trace de soi-même. Avant d'aller plus loin, approfondissons la définition de l'écriture en appelant à la rescousse Denise Berthet qui écrivait dans Thérapie psychomotrice en 1990. L'écriture est un acte corporel de communication dont le message graphique passe par l'intermédiaire d'un instrument dans un espace feuille. Arrêtons-nous sur les mots. Acte corporel. Ceci nous renvoie au sujet scripteur, c'est-à-dire à l'écrivant, dans toute sa complexité. Communication. Il y a soi, ce que je révèle de moi, et l'autre, ce que j'autorise l'autre à savoir de ce que je révèle de moi. Il y a pour l'écrivant un exercice d'extériorisation. Écrire, c'est se mettre en confrontation avec l'autre, et éventuellement un autre que l'on ne voit pas. Il y a la prise de risque de se voir dépossédé de ce que l'on autorise l'autre à savoir de soi, peut-être d'être dépossédé de soi. Espace-feuille. Cet espace, c'est peut-être le rapport du sujet avec le cadre temporel et le cadre physique. Ce rapport est peut-être à analyser dans une dialectique avec trois mots. Le conteneur, qui pourrait métaphoriquement être l'école et la classe, le contenant, la feuille, la consigne, le contenu. L'instrument, c'est bien évidemment l'objet scripteur mais c'est aussi l'acte graphique. Dans l'analyse de l'acte graphique, nous laisserons de côté les dysgraphies qui relèvent peut-être des apraxognosies, en tout cas qui ne sont pas dans le champ de ce que l'on appelle la rééducation dans le champ scolaire. Je reviens à Denise Berthet. Si je la cite aussi souvent, c'est que ses écrits occupaient ma table de nuit lorsque je préparais le CAEID, déficient intellectuel, puis le CAEIRPP, rééducateur en psychopédagogie. Si je reviens vers Denise Berthet, c'est pour que nous ne restions pas sur les mots que nous venons de citer même s'ils sont évocateurs, c'est pour que nous revenions vers l'écrivant. Je cite Denise Berthet. Elle, l'écriture, exprime toute la personnalité à travers les multiples vibrations des muscles fins de la main. Elle retraduit les émotions inscrites en nous qui ont laissé leurs traces. Le fil graphique, comme le flux vocal, comme l'expression du visage et de tout le corps, est imprégné d'affectivité. Là encore, je vous invite à vous arrêter sur deux mots, imprégné et affectivité. Vous en ferez l'analyse tranquillement. Pour l'instant, je pose une nouvelle question à propos de l'acte d'écrire. Écrire, est-ce copier ou est-ce produire? J'ai simplifié le débat à outrance en me réfugiant dans le dictionnaire Robert qui, sur 2 pages, nous offre 4 entrées. La première, écrire, c'est tracer des signes représentant la pensée humaine, les sons du langage parlé. Pour la deuxième, écrire, c'est composer un ouvrage. Troisièmement, écrire, c'est exprimer de telle ou telle façon sa pensée. Enfin, écrire, c'est exposer une idée dans un ouvrage. Pour notre thème, nous allons exclure la copie qui n'est peut-être qu'un instrument d'apprentissage de la technique graphique, et à propos de laquelle il faudrait sans nul doute aller voir du côté des dysgraphies et des dyspraxies. Pour nous, à l'instant de notre discussion, écrire est donc bien une production, qui plus est une production qui vient de soi. Ainsi, poser un écrit, c'est d'abord poser une trace durable d'une émotion, de contenu de vie,
peut être une projection vers l'avenir, puis écrire c'est penser et donner à penser, rêver et donner à rêver. Écrire c'est donner de soi, écrire c'est s'exposer. C'est là sans doute que l'écriture, et par conséquent la rééducation de l'écriture, peut ou doit nous questionner. Parlant de thérapie d'adulte, M. Drevet, ergothérapeute, écrit dans le Journal d'ergothérapie 1993. L'écriture est une activité qui s'avère un moyen d'auto-orientation, permettant de prendre conscience, de faire le point avec soi-même, de prendre des décisions réfléchies, de repréciser ses objectifs, de trouver un sens véritable à sa vie, de franchir les crises qui surviennent, d'élucider ce qui est vécu et de dénouer l'impasse, de trouver des solutions à des problèmes. Écrire, c'est s'arrêter sur ses pensées, ses émotions, ses attentes, ses besoins. Écrire, c'est se confier, s'observer, se comprendre mieux, s'exprimer mieux, s'aimer mieux. Écrire, c'est s'arrêter. Voilà un principe plus que tout autre important dans l'acte éducatif. Il faut aller vers l'écriture comme moyen de surseoir à la violence contre soi et la violence contre l'autre. Alors, nous revenons à l'interrogation sur la communication. Comment, à travers l'écriture, je suis moi avec moi, comme à travers l'écriture je suis moi avec l'autre? Écrire c'est se confier, c'est s'écouter, donc écrire c'est se connaître et c'est se montrer. Alors, pour nous avec les enfants, écrire c'est leur donner le moyen de se construire par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. Là, je citerai Bernard Cadou, psychologue clinicien, qui écrivait dans la revue Entrevue 1989. On écrit pour personne et pourtant chaque texte est dédié à quelqu'un. Et si l'on parvient à être créativement seul, ce n'est qu'à s'étayer sur un objet interne. Je vais vous laisser le soin de voir ce que peuvent être cet étayage et cet objet interne dont parle Bernard Cadou. Je retiendrai encore pour cette première partie un autre extrait de Bernard Cadou. Ça fictionne et là précisément où on s'y attendait le moins, là où ça frictionne. C'est peut-être là d'ailleurs que se pose le problème de l'insuffisance de production d'écrits à l'école. Les enseignants ne se trouvent-ils pas en difficulté par rapport à leur propre production d'écrits, ou plus exactement par rapport à leur propre difficulté à produire de l'écrit? Qui faut-il rééduquer? Je rappelle que nous laissons de côté les dysgraphies, et que nous ne nous intéressons qu'à l'écriture qu'il faudrait rééduquer en tant qu'écriture comme un acte éducatif. J'en appellerai donc à Claire Doquet, enseignante, qui écrivait dans les cahiers pédagogiques en février 1993. De même que la lecture, l'écriture est plus qu'une affaire de technique, de méthode. Ce qui est en jeu, c'est l'utilisation d'un langage spécifique, exigeant du scripteur comme de son lecteur une autre manière de penser la réalité. L'écriture, à l'école en tout cas, serait une manière de penser la réalité, car l'écrit confère de la permanence qui s'origine dans le passé et qui permet d'aller vers le futur. En quelque sorte, l'écrit confère de la vérité à la réalité présente. L'élève peut fuir l'écrit dans un acte de refus, mais l'enseignant ne peut pas fuir devant l'écrit d'un élève. Permettez-moi de vous raconter une histoire, celle de l'expérience du livre que nous avons écrit avec les élèves de 5e 12, c'est-à-dire de la SECPA, du collège Le Savouret à Saint-Marcellin en 1993 à 1994. J'étais alors enseignant. Je venais d'arriver dans ce collège et l'on m'avait confié cette classe dont on me disait qu'elle avait été une classe de 6e particulièrement difficile. J'aime les challenges. Je me suis toujours passionnée pour les autres, surtout lorsqu'ils sont en difficulté, alors j'y allais, à la condition que j'ai cette classe le lundi matin pendant 2 heures à l'ouverture de la semaine et que je ne l'ai jamais moins de 2 heures à la suite. Nous décidâmes à l'issue de discussions entre les élèves et moi, que nous mettrions en place une pédagogie dynamique fondée sur le projet. Aussi rien d'étonnant à ce qu'à un moment donné de l'année, voulant faire un voyage de fin d'année et n'ayant pas les ressources nécessaires, les élèves me proposèrent, puisque j'écrivais, que nous écrivions un livre pour le vendre afin de financer notre voyage. Ce fut une merveilleuse histoire que nous vécûmes ensemble, et pour laquelle, si vous me permettez cette expression vulgaire, nous avons mouillé la chemise pour arriver à une œuvre intéressante. D'ailleurs, Jean-Pierre Chabrol, dans la préface qu'il nous a offerte, écrit « Vos textes m'ont bien étonné, vous écrivez bien, surtout quand il se glisse sous vos plumes des lambeaux de vos vies pas toujours drôles sans doute. Les lambeaux de vos vies, ces lambeaux de vie je les ai reçus de plein fouet, ils ont malmené mon intellect, ils ont perturbé mon affectivité, ils ont déstabilisé ma professionnalité. Dans un premier temps, il était difficile de travailler sur les textes.
tout au plus arrivions-nous à nous emparer un peu de la syntaxe qu'il fallait corriger. Pourtant je ne portais pas de jugement sur le contenu des textes, c'est même à peine si je relevais les faits pour parfois en discuter avec les élèves. Je ne vous l'ai pas dit, j'avais écrit une douzaine de livres et de nombreux articles, alors les élèves souhaitèrent que je leur donne un texte pour leur livre. Finalement j'en donnerai 2 dont un écrit pendant mon adolescence. Eh bien, je me dis que si je leur donnais des textes, je me livrais à eux, et qu'en retour je ne pouvais pas ne pas accepter leurs mots et leur histoire, c'est-à-dire leur réalité comme une vérité existentielle, affrontable, discutable. Une vérité que l'on peut mettre en question parce que c'est cette mise en question qui sera la voie vers une solution. La vérité des élèves et leur vie telles qu'elles étaient écrites se posait comme une hypothèse pour leur futur, l'écriture étant une mise en image. Car finalement, comme l'écrivait Lacan, il faut prendre ces textes comme une écriture dont la lettre dessine le bord du trou dans le savoir. Et il y avait aussi les non-textes de ceux qui ne sont pas parvenus à écrire, qui n'ont pas pu écrire. N'était-ce pas aussi de l'écriture en creux, en silence ? Mais qu'écrivait-il de si dur ? Je donne un premier exemple, celui du texte écrit par A, le jeune dragueur. Dans ce texte, je relevais plus particulièrement la fin. Un jour David a déménagé, Julie était triste. 20 ans plus tard, ils se sont retrouvés et se sont mariés. Ceci est le texte tel qu'on peut le lire dans le livre, mais l'écriture initiale était la suivante. Ils se marièrent et eurent un garçon avec un pyjama bleu, de 2 ans et une fille de 3 mois. Alors, ne fallait-il pas remettre de l'ordre dans cette phrase ? Mais avec quel risque de dépossession pour l'auteur ? Le deuxième exemple est tiré du texte de H, le bébé gazelle. Là, on peut lire des choses comme « Quand sa maman est morte, le bébé s'est perdu dans la forêt. Il rencontre des animaux qu'il ne connaît pas. » Comment ne pas rapprocher ces phrases de l'histoire de son auteur, jeune adolescente, 12 ans, immigrée récemment arrivée du Maroc. Un peu perdue dans ce collège de 1200 élèves. Lorsqu'on lit « Les graines magiques », dans lequel on voit ce figuier qui guérit la maman du personnage, comment ne pas penser à la vie de l'auteur Y qui était l'élève le moins aimé par l'équipe enseignante, mais il était un garçon particulièrement pénible, agité et sans doute révolté. Y était d'origine maghrébine, 3e enfant d'une fratrie de 4, et dont la maman, chose exceptionnelle dans ce milieu social et culturel à l'époque, était divorcée et élevait seule ses 4 enfants. Y, celui dont on disait qu'il était un mauvais élève, a produit 4 textes dans lesquels aucun des prénoms des personnages n'était de consonance arabe. Ces quelques expériences vécues vaudraient d'être analysées plus à fond. Laissons à Lacan, à Freud, à Jung, à Barthes et à d'autres le soin de conduire ces analyses. Je vous livre ces tranches de vie simplement pour que nous nous rappelions que l'acte d'écrire n'est pas neutre, qu'il n'est pas qu'une technique et que des méthodes, et qu'il supporte la personnalité, le sujet écrivant. Pour autant il est quand même un acte graphique, au sens moteur du terme, dont Denise Berthet nous rappelle que si les émotions bloquent le déroulement graphique, il faudra permettre à celles-ci de trouver d'autres supports d'extériorisation. Alors qui faut-il rééduquer, les professeurs ou les élèves ? Supposons que les professeurs aient été soignés et bien sûr guéris au cours de leur formation. Alors la rééducation de l'écriture ou par l'écriture s'adresse aux élèves. C'était bien là le thème sur lequel vous m'avez invité à discuter. Je dirai quelques mots de rééduquer l'écriture en faisant largement appel à la spécialiste, une fois encore, qu'est Denise Berthet. Pour elle, toutes les activités d'expression viennent s'inscrire dans une rééducation de l'écriture, qu'il s'agisse du mime vocal ou du mime graphique ou bien encore du jeu théâtral. Elle exprime clairement le lien direct qu'elle voit entre ces activités d'expression et l'écriture prise dans sa fonction d'expression et dans sa fonction de communication. Dans son œuvre, elle montre ce qui est joué et rejoué en rapport avec tout ce que le sujet porte en lui, ce qu'il a besoin de faire sortir de lui pour se connaître et se reconnaître dans le jeu graphique qui va suivre, puis dans le texte écrit de fin de séance. Le texte sert de miroir. L'expressivité de l'écriture tend à rejoindre l'expressivité fondamentale de chaque participant, l'écriture jouant le rôle de catalyseur. L'écriture est un mode symbolique d'expression dans lequel on n'entre pas tous de la même façon. Je dirais même que l'on ne rentre pas tous de la même façon dans la page, dans la feuille, dans le cadre. Alors ajoutons la consigne. La rééducation de l'écriture doit prendre en compte cette symbolique et les façons dont le sujet s'y confronte. Avec volonté, délectation ou peur,
sans donner des interprétations intellectuelles voire psychanalytiques, l'école doit offrir à l'enfant des images de ce qu'il est, de ce qu'il fait et de ce qu'il peut faire en miroir et en jouant dans l'espace-temps et dans l'espace physique. Rééduquer l'écriture implique d'installer une mise à distance des problèmes tout en ne les niant pas. Quant à ce qui est de rééduquer par l'écriture, j'en appellerai à Jean-Pierre Blavout qui raconte dans un article paru dans Psychologie et Éducation en 1991 comment l'écriture a joué un rôle fondamental de machine à remonter le temps dans les tentatives de reconstruction identitaire chez un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance. Cette expérience et d'autres témoignent que le recours à l'écriture chez les adolescents apparemment démunis de moyens littéraires pour faire soft est tout à fait possible, si ce n'est nécessaire. Ces expériences montrent aussi la fonction créatrice de l'écriture et son pouvoir de reconstruction identitaire. On connaît l'intérêt des ateliers d'écriture qui sont un lieu privilégié posant à la fois un cadre matériel et permettant la présence d'un autre, accompagnateur, qui donne à cette présence un poids plus discret que le face-à-face direct de moi avec l'autre. On sait combien ces ateliers d'écriture favorisent l'émergence d'une expression écrite personnelle. Je vais m'arrêter là, et vous laisser le soin de trouver des réponses à une question à peine esquissée. Quelle doit être la place de l'écriture à l'école entre technique et rééducation ? Ou plus simplement, l'écriture n'est-elle pas éducation plus qu'apprentissage ? Direction pour la revue EDUQUER d'un numéro sur l'écriture. Éduquer Ed L'Harmattan, juin 2002. Introduction. Dans le Journal des psychologues, Liliane Lursa signait en 1991 un article intitulé « Savoir écrire une compétence peu valorisée à l'école ». Pourtant, quiconque observe une classe verra des élèves écrivant, des murs couverts de productions écrites, des cahiers et autres copies. Alors, de quels écrits et de quelle écriture s'agit-il, et quelles compétences sont en jeu ? Parler d'écriture à l'école est chose plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. Écrire, ce n'est pas simplement tracer des signes sur une feuille, ou les faire apparaître sur l'écran de l'ordinateur. Écrire, c'est laisser la trace de soi, et cela quelle que soit la nature du contenu de la production. Texte narratif, écrit imaginaire, texte argumentatif, résultat d'un exercice ou dictée. À la nature du contenu s'ajoute la complexité d'un assemblage de gestes, de mouvements à propos desquels il m'apparaît. Il semble trop aux éducateurs que l'acte graphique s'inscrirait dans une maturation naturelle de l'enfant. Certes, il y a quelque chose de cet ordre montré depuis longtemps par les neurologues, les psychologues et autres scientifiques. Cependant, n'est-il pas du rôle fondamental des éducateurs, donc de l'école et des parents, que d'accompagner cette maturation ? N'oublie-t-on pas trop, au prétexte que l'enfant est une personne, le sens du mot éducation apparu au XIVe siècle qui signifie diriger le développement, la formation d'un être humain par la mise en œuvre d'un ensemble de moyens. Ainsi le jeune élève se trouve confronté dans le sein de sa maturation, à l'apprentissage de gestes nombreux et délicats qui doivent le conduire à maîtriser l'acte graphique, c'est-à-dire le dessin et l'assemblage de signes porteurs d'un double sens, un pour celui qui les trace, un pour celui qui les regarde. C'est dans cette dialectique des sens, celui émis, celui reçu, qu'apparaît la difficulté liée au contenu. Par le signe graphique, l'individu donne à voir de la pensée par laquelle il expose de son intimité comme l'exprimait Mallarmé. Sait-on ce qu'est qu'écrire ? Écrire, c'est déjà mettre du noir sur du blanc. Écrire, c'est donc faire de la trace de soi avec l'ensemble de son être et notamment son corps. L'écriture est un acte corporel de communication dont le message graphique passe par l'intermédiaire d'un instrument dans un espace feuille. Dès lors, nous pouvons, sinon mesurer, du moins envisager le danger qu'induit cette mise en exposition de soi à travers l'écriture qui ne peut pas se détacher du vécu de l'enfant. Lorsqu'on demande en classe à un élève soit de raconter un épisode de ses dernières vacances, soit d'imaginer une histoire, que lui demande-t-on sinon de se raconter dans une trace indélébile qui est à la fois de lui et lui ?
Il en est de même dans les exercices plus formellement scolaires, mathématiques, dictées, résumés de leçons. Ces productions de son intime vont être jetées en pâture au regard des autres, les adultes auxquels il veut faire plaisir. Plus que jamais, les enseignants doivent être vigilants en matière d'apprentissage de l'écriture à l'apprentissage du geste graphique, en même temps qu'à l'apprentissage du sens de l'écrit, car l'écriture permet un espace de créativité et par là de surseoir à la violence essentielle et primitive de l'homme par l'élaboration d'une pensée. La lenteur nécessaire à l'écriture, plus encore que l'oral, permet l'organisation d'un espace structurant de la personnalité et de maturation des actes de la vie. L'écriture est aussi une appréhension de l'altérité, une reconnaissance de l'autre et de soi à travers le regard de l'autre, permise par la mise en exposition. Elle est une posture qui met le sujet en situation de s'inventer en même temps qu'il se montre, et parce qu'il se donne à voir aux autres. Chacun d'entre nous a eu à éprouver la difficulté d'être dans cette posture. C'est autour de cette difficulté que nous avons composé ce numéro des cahiers Alfred Binet avec des articles qui tracent la place sociale de l'écriture par un aperçu de son histoire, puis qui l'inscrivent dans sa relation avec des professionnels autres qu'enseignants, le milieu pénitentiaire, enseignants et futurs enseignants. Enfin, des articles de chercheurs traitent de la place de l'écriture dans la pratique pédagogique, celle-ci étant aussi visitée par un écrivain. Il n'est pas coutume de dire le plaisir que l'on a eu à diriger la conception d'un ouvrage. Je dérogerai à cette règle tant j'ai eu de joie dans ce travail. Ce travail a regroupé des auteurs, célèbres pour certains, talentueux et passionnés pour tous. Nous avons dû, pour des raisons de mise en forme et de volume autorisé en pages, nous séparer de certains textes de très grande valeur. À leurs auteurs, j'adresse mes remerciements et des excuses. Mais je veux aussi les assurer que ces textes seront repris dans un autre ouvrage actuellement en préparation. Entre l'individu et la SOCIETE, la place de l'ECRITURE. Éduquer Edlar Matan, juin 2002. Les enseignants, dans leur pratique pédagogique, pensent encore trop souvent l'écriture comme faisant partie de la nature humaine. Elle est perçue tel un élément qui serait inscrit dans le génome à l'instar de la marche. Il suffirait alors pour que l'enfant appréhende ce qu'est écrire, que l'apprentissage se limite à la confrontation à des exercices grapho-moteurs et graphiques durant les années de l'école maternelle, puis à l'école élémentaire, que l'enfant se mesure à une production formelle où seul le résultat à l'exercice est évalué. La difficulté à écrire, en tant qu'elle peut être la manifestation d'une réticence ou d'une peur, voire d'un symptôme, n'est pas objet de discussion avec l'élève. Fréquemment à l'école, l'écriture demeure un travail à propos des formes de texte en fonction de leur valeur communicationnelle dans un sens strictement fonctionnel. On enseigne la manière d'écrire, or l'écriture n'est pas que tracer des signes et les agencer en mots et en phrases pour retranscrire de la parole. Elle est aussi la trace d'une pensée existante et celle d'une pensée en construction. L'écriture est autant un résultat qu'une prémisse. Elle est le résultat de la culture de l'élève autant qu'elle possède en elle les moyens de la construction d'une culture et de la capacité à mettre en place de la distance à partir de l'immédiat. L'écriture, parce qu'elle fige un moment en traçant une image, permet le retour et l'avancée dans un continuum temporel. Elle ouvre la possibilité pour le sujet de se retourner sur lui-même et sur les événements, fondant ainsi les racines nécessaires à la construction d'un avenir. Ce rapport avec le temps construit à travers l'acte d'écrire, ce rapport de soi à soi, cette confrontation distanciée et différée à l'autre, cette union entre la culture présente d'un individu et sa culture en construction, sont autant de domaines que la pratique pédagogique ne devrait pas écarter de sa réflexion et de la mise en œuvre de l'apprentissage de l'écriture. Il demeure que ces questions semblent pour beaucoup relever d'une intimité psychique hors du champ de la pédagogie, alors que le rapport à l'écriture devrait faire partie de l'éducation, comme tout élément appartenant au développement de l'enfant. L'histoire sociale de l'écriture peut nous permettre de mieux appréhender le rapport que l'individu entretient avec l'écriture, en montrant comment l'écriture a, à la fois, procédé du développement d'humanité et permis ce développement. Je me limiterai à une analyse courte de cette histoire, dans la société occidentale uniquement. L'histoire de l'écriture montre à l'échelle sociale, comment son émergence au bout des doigts de l'homme était à un moment précis de l'évolution de certaines sociétés, inéluctable et comment, dès lors,
sa pratique en sculptant la culture a contribué au développement de ces sociétés de l'humanité. Toutes les sociétés d'hommes n'ont pas mis en place un système d'écriture. Ceci pose la question de l'oral, la parole comme langage, du rapport de la parole et de l'écriture, et du rapport que chacune entretient avec le progrès scientifique et culturel, ces mots étant pris dans des acceptions larges. Dès lors, nous nous heurtons à la définition de l'écriture dont il me semble que trop fréquemment elle n'est utilisée que dans une valeur limitée de la notion de système d'écriture autour des trois principales catégories: idéographique, syllabique et alphabétique. Peut-être n'est-il pas inutile d'envisager que l'écriture, en tant qu'elle est un moyen de porter un message vers l'autre, englobe plus que l'acte scriptural? Georges Jean, sans étendre l'écriture au-delà de l'ordinaire, ouvre une porte vers cette réflexion. 20 000 ans avant notre ère, à Lascaux, des hommes tracent leurs premiers dessins. Il faudra attendre 17 millénaires pour que débute une des plus fabuleuses histoires humaines, l'écriture. On imagine volontiers que ceux qui inventèrent les premiers écrits voulaient garder une trace de leur légende. Vue à partir de là, l'écriture apparaît bien comme étant dans tout un dire, la transcription d'une parole de soi sur soi. Cependant, cette parole ne prend sens et n'a de valeur que dans la mesure où elle s'inscrit dans un processus social et que dès lors qu'elle appartient à la communication utilisée dans les fonctions décrites par Edgar Morin. On communique pour informer, s'informer, connaître, se connaître éventuellement, expliquer, s'expliquer, comprendre, se comprendre. Mais revenons à l'histoire de l'écriture en tant qu'elle est plus qu'une représentation de la parole par des signes graphiques. Elle est surtout une représentation d'idées et de la pensée. Si depuis des milliers d'années l'homme a utilisé des moyens divers et multiples pour transmettre des messages, dessins et signes, l'emploi de signes et de symboles appartenant à un système organisé est d'apparition relativement récente. Cette histoire débute en Mésopotamie entre le 6e et le 1er millénaire avant notre ère où se côtoyaient deux peuples, les Sumériens et les Akkadiens, qui parlaient deux langues très éloignées l'une de l'autre. Peuples de paysans vivant en petites communautés sous l'autorité d'un souverain et la protection de Dieu représentés par des prêtres, ils commerçaient et payaient l'impôt. Comment conserver oralement une image fidèle des contes? Cette écriture constituait une sorte d'aide-mémoire et faisait appel à des dessins simplifiés des objets à représenter comme par exemple, une tête de bœuf stylisée pour représenter un bœuf. Combinés entre eux, ces pictogrammes pouvaient exprimer une idée. Ce sont alors des idéogrammes. Si l'on ajoutait au triangle pubien des signes désignant les montagnes, on indiquait qu'il s'agissait de femmes étrangères, venues de l'autre côté des montagnes, c'est-à-dire d'esclaves de sexe féminin. Idéogramme, vers 3300 AV. JC. Ces pictogrammes évoluèrent au cours du temps et ne représentèrent plus seulement l'objet qu'ils désignaient. Ils prenaient sens dans un contexte et appartenaient à un véritable répertoire. Alors ils ne représentent plus qu'eux-mêmes, ils symbolisent les sons des mots de la langue parlée qu'ils connectent à une idée. À l'origine de toute écriture véritable se trouve ainsi cette invention considérable, le phonétisme. Et l'astuce admirable des Sumériens, comme d'ailleurs des anciens Égyptiens, a été d'utiliser un procédé tout aussi simple qu'un jeu d'enfant, le rébus. Ils eurent l'idée de se servir d'un pictogramme désignant non pas l'objet qu'ils représentent directement, mais un autre objet au nom phonétiquement voisin. Écrit Georges Jean. Désormais l'écriture peut aller au-delà de la seule représentation d'objets. Elle possède la capacité de transcrire la langue, donc la pensée et de les pérenniser. Ainsi l'écriture inventée pour répondre à des besoins de simple comptabilité, devint un autre moyen de communiquer, notamment de communiquer à distance, dans un temps différé. On voit là comment la mise en distance oblige à penser et à s'exprimer autrement, ne serait-ce que parce que l'émetteur ne reçoit pas immédiatement de retour de la part d'un interlocuteur. Cette invention et cette évolution de l'écriture cunéiforme de la Mésopotamie existèrent en même temps que naissaient et se développaient d'autres systèmes d'écriture en Égypte et plus tard en Chine. L'écriture cunéiforme, les hiéroglyphes et l'écriture chinoise ont en commun d'utiliser un répertoire important de nombreux signes qui transcrivent soit des mots soit des syllabes. Le thésaurus à connaître est donc considérable et d'un maniement difficile. L'alphabet, apporté par les Phéniciens, constitue une véritable révolution dans l'histoire de l'écriture. Pouvoir exprimer des paroles et de la pensée avec quelques signes seulement.
On peut alors observer une démocratisation de l'écriture qui désormais ne sera plus l'apanage de quelques scribes et maîtres de l'écriture, même si l'ensemble des membres d'une société n'y eut pas accès immédiatement et même si certains n'y accèdent toujours pas. Certes, la pratique scripturale demeura longtemps en Occident, celle de moines copistes qui, comme leur nom l'indique, copiaient et recopiaient les textes religieux, cependant ils écrivent mais n'inventent pas. La fin du XIIe siècle voit se briser le quasi-monopole des moines copistes, au moment où l'Église perd l'exclusivité en matière d'enseignement dans une époque où l'extension des villes détermine comme une sorte d'acmé dans la courbe de la transformation des pratiques culturelles et intellectuelles. L'écrit, jusqu'alors réservé à un usage presque exclusivement religieux, vit un retour vers un usage antérieurement connu et que rien ne faisait présager qu'il disparût, en même temps que la société manifeste un besoin de clarté et de mise en ordre des relations sociales au sens le plus large possible. C'est une résurgence du droit, canonique d'abord, puis romain dans sa dimension la plus générale qui soit, c'est-à-dire un droit privé mais aussi un droit public. Cette renaissance du droit s'accompagne dans un premier temps de l'écriture de la coutume, pour le rendre transmissible, puis dans un deuxième temps avec des chevauchements, de la constitution d'un droit raisonné, c'est-à-dire construit pour répondre dans une certaine immédiateté aux besoins engendrés par les nouvelles relations sociales. On peut envisager dès lors que cette fabrication du droit nécessitait qu'existèrent des professionnels, des clercs simples scribes, chargés de recopier ou un peu plus de mettre en forme écrite la coutume, ne pouvaient plus suffire, et que la doctrine fut déposée en un lieu de conservation. De la même façon, avec la théologie, ce que nous appellerions aujourd'hui les disciplines universitaires ne peuvent pas non plus se satisfaire d'un enseignement seulement oral, parce qu'alors elles seraient incapables de se développer en présence de l'accumulation des savoirs. Jusqu'à cette période, il faut distinguer deux éléments dans la transmission du savoir, la manière et le lieu. Concernant la théologie par exemple, il s'agissait de la passation du maître vers l'élève, d'un savoir figé, quasiment strictement limité au texte des pères de l'Église. L'écrit n'intervenait pas dans ce processus. Son rôle était circonscrit à la fonction de conservation des textes et de la parole, et c'est en ce sens que les moines s'appliquaient à les recopier. D'une façon analogue, sans l'écrit, le contenu du contrat entre personnes risquait de se perdre avec la disparition d'un des contractants, pareillement sans lui, la doctrine n'existait en mémoire que tant qu'était le maître. Le lieu et le dépôt constituent un corollaire de l'écrit dans l'institution d'une permanence. Sans lieu où réaliser et déposer les écrits, ceux-ci sont soumis à un risque de fugacité identique à celui qui accompagne l'oral. L'écrit qui perdait dans la seconde moitié du Moyen Âge son statut de conservateur des textes fondateurs pour acquérir celui de support pour la transmission et pour la pérennisation des savoirs, que ceux-ci fussent des savoirs savants liés à la science ou des savoirs pragmatiques attachés à la preuve des contenus des contrats qui désormais régissaient de nombreuses relations sociales. L'écrit donc requérait un lieu car il n'a de valeur que s'il peut être conservé. En substance, c'est ce qu'indique Monique Bourrin-Deriot. Non seulement on écrit dans toutes les circonstances, mais on conserve les actes écrits. Il s'agit là des écrits domestiques, qui trouvent leur scripteur chez les notaires et leur lieu de conservation soit dans les études de ceux-ci, soit dans les coffres des contractants, souvent dans les deux. Il en va de même pour les écrits administratifs, ou politiques et juridictionnels comme l'indique le même auteur. C'est vers 1200 qu'on commença à constituer des registres où furent recopiés les actes de la chancellerie jugés importants. Non pas dans le souci d'enregistrement, qui ne se manifesta en France qu'au XIVe siècle, bien après la cour d'Angleterre ou celle du pape, mais comme des registres administratifs, plus ou moins soignés. Les relations avec les villes et le service des vassaux du roi y occupent la première place. Qu'en devait-il être pour les écrits savants ? Un premier regard sur la question amènerait à proposer que la solution aurait dû être dans les écoles qui, issues de la Renaissance carolingienne du IXe siècle, survivaient et assuraient la transmission des connaissances élémentaires par lesquelles l'essentiel d'une culture antique ne se perdit pas. Au XIIe siècle, l'enseignement dispensé dans la plupart de ces écoles était à la fois rudimentaire et médiocre, limité le plus souvent à la lecture, au calcul et à la technique de l'écriture, mais il s'agissait essentiellement de servir la liturgie. L'enseignement de l'écriture se limitait donc à savoir tracer des signes, à copier. Les écoles appartenaient très majoritairement à la catégorie des écoles cathédrales, et évidemment siégeaient dans les villes.
Celles-ci apparaissent dès lors comme le terreau sur lequel la renaissance culturelle du XIIe siècle put prendre racine à partir, entre autres, de la résurgence du droit et de l'évolution de la théologie. Grâce à cette résurgence et à cette évolution, les modes de pensée ainsi que les pratiques d'enseignement se modifient. Désormais, on considère que la science doit être largement diffusée et soumise à la critique, tout comme les textes religieux. Depuis les écoles épiscopales et monastiques où les copistes apprenaient à bien copier, l'école est totalement rentrée dans le siècle et notamment, on peut sentir déjà, combien elle vit en osmose avec la ville, avec les fonctions liées à l'exercice de la justice et celles de production et d'échange où l'écrit prend une place particulière et importante. Toutefois, il serait un peu présomptueux de parler trop rapidement d'une évolution de l'intelligence, mais peut-être pouvons-nous envisager que ce soit élaboré sinon une meilleure, pour le moins une nouvelle, capacité de réfléchir le monde et d'en concevoir les aspects matériels et philosophiques, peut-être grâce à la raison, qui offre un droit à penser le monde en autorisant à le questionner. Cela nous permet de rejoindre Marc Bloch, que vers la fin du second âge féodal, les hommes d'action aient communément disposé d'un instrument d'analyse mentale moins qu'autrefois malhabile dans l'histoire, encore si mystérieuse des liens entre la réflexion et la pratique, comment tenir ce fait pour indifférent. Car l'écrit rend la pensée accessible malgré l'absence de son promoteur, ce qui n'est pas le cas de la parole. Toutefois, il est difficile de mesurer comme, et à partir de quand, la société populaire a pris possession de la culture intellectuelle, mais les artisans et les paysans ne pouvaient rester indifférents à cette culture et surtout aux études. Cette culture leur offre un moyen de mieux gérer leurs affaires. Les études peuvent permettre à leurs enfants non seulement l'accès à une profession mais aussi la possibilité de gravir l'échelle sociale. En outre, la ville fait cohabiter la culture savante et des savoirs intimement mêlés à l'expérience. Cette expérience s'enrichit des apports de la culture savante et entraîne à une meilleure pratique, du commerce par exemple. Cela conduit presque inévitablement certains marchands ou artisans lettrés à rédiger des manuels pratiques. Ainsi, les villes ont élargi la base sociale des demandes culturelles. Gens de robe, marchands, bourgeois prennent l'habitude d'écrire, de raconter, de laisser des témoignages de leur expérience. Toute une littérature profane en est issue. On voit se dessiner le besoin d'un système scolaire à plusieurs niveaux. Un élémentaire pour les apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter, un secondaire pour se former à la science. Le premier prendra souvent la forme du préceptorat pour les aristocrates et plus tard pour les bourgeois, et donnera naissance aux petites écoles, qu'on a du mal à repérer dans l'histoire des villes. Le second donnera naissance aux universités au sein desquelles la culture savante s'est laïcisée, et a donné le jour à une culture intellectuelle plus large dans laquelle une composante pragmatique ou expérientielle entre pour une part importante, transformant cette culture en un objet social fonctionnel et utile pour un nombre de plus en plus grand d'individus. L'écriture tient une place essentielle dans cette évolution de la culture et donc de la société occidentale, où elle est autant cause que conséquence. Cette rapide analyse montre comment l'évolution de la société a créé le besoin d'écrit, donc qu'existe et que soit diffusé un système d'écriture, en même temps que la production d'écrits a permis cette évolution en permettant que puisse être posé un regard critique sur les productions de la culture savante ou pragmatique. L'écriture permet une permanence du savoir qui dès lors, peut être porté à la connaissance d'autres que ceux du cénacle du maître. Cette permanence permet aussi de transporter ce savoir au-delà des frontières de l'espace et du temps. Cette diffusion du savoir autorise ainsi la confrontation avec d'autres pensées, d'autres personnes, d'autres époques. L'écriture s'est donc imposée dans un pragmatisme social intimement lié aux institutions du pouvoir. Sacerdotal dans lesquelles elle fige et transporte le rite, royal où elle conserve la loi et la règle, marchande où elle fixe le contrat entre personnes et universitaire où elle permet l'accumulation et la diffusion des savoirs. Ce faisant, elle instaure un autre rapport à la loi et au savoir. Dès lors que ceux-ci sont écrits, ils ne sont plus la possession d'une seule élite. Chacun, pour peu qu'il possède le code, peut accéder à la connaissance et à la critique. Ainsi, si l'écriture ne crée pas la culture, elle instaure un ordre nouveau de la communication religieuse, politique, marchande et savante parce qu'elle permet une meilleure diffusion, une meilleure propagation et offre la permanence nécessaire à la fondation de la critique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.